La plupart d'entre nous connaissent la catastrophe de Tchernobyl qui a eu lieu en Ukraine le 26 avril 1986. Ce fut une catastrophe qui a affecté la planète entière au cours des décennies qui ont suivi. Même si l'on connaît beaucoup de choses sur l'incident et les événements qui l'ont précédé, certaines réponses demeurent insaisissables, faute d'explications plausibles. Bien que les premiers incendies de Tchernobyl aient été éteints au début du mois de mai 1986, un deuxième incendie s'est déclaré à l'intérieur de l'unité 4 le 23 mai, soit presque un mois après le début de la catastrophe. L'Union soviétique a gardé le deuxième incendie secret pendant plus de 10 ans. Peu avant 2 heures du matin, le personnel inspectant les dégâts dans la salle des pompes sud a découvert un incendie, probablement dû à des câbles électriques, après le rétablissement de l'alimentation de l'unité 4. 9 brigades de pompiers et 138 pompiers dirigés par Vladimir Maximtchouk sont intervenus. Conscient du danger des radiations, Maximtchouk a organisé des équipes de 5 hommes, travaillant 10 minutes chacune pour limiter l'exposition. Il a fallu 30 minutes pour trouver la source, des fils incandescents ayant enflammé des matériaux inflammables. Faute d'accès, de la mousse a servi à étouffer l'incendie. L'incendie a été maîtrisé avec peu de blessés, sauf un homme qui s'est cassé la jambe. Maximtchouk, d'abord critiqué pour ses tactiques non conventionnelles, a ensuite influencé les procédures de lutte contre l'incendie en environnement dangereux. Bien qu'il ait minimisé l'exposition de ses hommes, Maximtchouk est resté sur place tout le temps, recevant une dose beaucoup plus élevée. Il serait resté jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et soit hospitalisé. Les autorités soviétiques ont dissimulé l'incendie et la maladie liée aux radiations de Maximtchouk, voulant cacher un second incident si peu de temps après le premier. Maximtchouk a poursuivi sa carrière, mais il est décédé le 22 mai 1994 des suites de complications que l'on pense être dues à son exposition. Comme mentionné précédemment, les théories du complot entourant Tchernobyl et la catastrophe qui s'y est produite sont extrêmement courantes. Et le système radar Douka 3, qui a été construit en 1976, est mentionné dans plusieurs de ces théories. Le sujet est tellement débattu qu'un documentaire a été réalisé sur ce système radar, et pourtant une grande partie de sa finalité demeure mystérieuse. Depuis, il a été surnommé le pic vert russe, ce qui peut sembler être un surnom étrange, mais les événements mystérieux entourant le radar expliquent pourquoi ce nom a été choisi. On sait désormais que le réseau radar était un radar transhorizon, utilisé pour détecter les frappes de missiles entrants, mais beaucoup pensent qu'il y a plus que ce qu'il n'y paraît, et ce n'est pas sans raison. Après sa découverte dans les forêts de Tchernobyl, beaucoup se sont demandé pourquoi le radar avait été construit si près de la centrale. Il a ensuite été révélé que ce lieu avait été choisi pour diverses raisons. Non seulement le réseau resterait caché des yeux ennemis grâce aux arbres environnants, mais l'endroit où il a été érigé s'est avéré parfait pour espionner l'ennemi pendant la guerre froide. De plus, on dit qu'environ 33% de l'énergie produite par la centrale était utilisée par le réseau radar. Il est donc logique qu'il ait été construit à proximité. Il est resté caché au reste du monde pendant de nombreuses années. Mais en 1976, des radioamateurs ont commencé à soupçonner que tout n'était pas comme il semblait dans la forêt de Tchernobyl. De nombreux passionnés dans le monde ont signalé entendre un étrange bruit de tapotement sur leur radio, sans trouver d'explication plausible. Cela a rapidement commencé à susciter des inquiétudes, car la raison de ce bruit de tapotement était inconnue, et beaucoup de gens ont décidé d'enquêter. Ils ont vite découvert que cette source de bruit perturbait les émissions radio à ondes courtes dans le monde entier. Et très vite, des rapports ont indiqué que l'aviation commerciale et les communications maritimes étaient affectées par ces étranges bruits de clics que personne ne pouvait expliquer. Des gens du monde entier ont commencé à se plaindre que ce bruit devenait insupportablement agaçant et ont demandé qu'on fasse quelque chose à ce sujet. L'OTAN a lancé une enquête et a localisé par triangulation la source de l'étrange signal dans l'Ukraine actuelle, mais l'emplacement exact n'a pas pu être identifié. On a supposé que le signal provenait de Kiev, Minsk, Tchernobyl ou de diverses autres villes, mais personne n'était certain de la cause. Rapidement, des théories du complot ont émergé alors que les gens cherchaient à expliquer ce bruit. Il a été suggéré dès le début que le gouvernement soviétique avait mis en place un dispositif de brouillage des émissions afin d'empêcher toute diffusion occidentale d'atteindre le pays. Mais cette théorie a rapidement été rejetée lorsque des stations de radio en Union soviétique ont commencé à se plaindre du même type d'interférence. D'autres
ont émis l'hypothèse que le signal provenait d'un appareil conçu pour contrôler l'esprit de ceux qui l'entendaient, dans le but de prendre l'avantage en pleine guerre froide. D'autres théories suggéraient qu'il s'agissait d'un dispositif de modification météorologique, d'un dispositif de perturbation des communications sous-marines ou d'une tactique inconnue de guerre psychologique employée par l'armée soviétique. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu un impact bien au-delà de l'Ukraine et de la Biélorussie. C'est en Suède que le reste du monde a appris pour la première fois que l'accident avait eu lieu. C'est ici que vivent certaines des personnes les plus affectées par la catastrophe hors de l'Union soviétique. La catastrophe a contaminé une grande partie de l'Europe avec des matières radioactives. Les moutons au Royaume-Uni ont été surveillés pendant des décennies après la catastrophe. Plus au nord, en Scandinavie, la situation était encore plus préoccupante. La pluie tombant dans le sud de la Suède et de la Norvège a apporté avec elle du césium radioactif, une substance ayant une demi-vie de 30 ans. Le gouvernement a fortement restreint tous les aliments potentiellement contaminés par des matières nucléaires. Le niveau de radiation autorisé pour les aliments était si bas qu'une énorme quantité de produits a dû être jetée. Et pourtant, des aliments encore plus radioactifs avaient déjà été vendus par le passé, cette contamination provenant d'essais d'armes soviétiques plus anciens. Les restrictions n'ont pas eu le même impact sur tout le monde. Les Samis du Sud ont été les plus touchés. Les Samis étaient un peuple autochtone qui vivait en Scandinavie et en Finlande. Ils ont leur propre culture unique, dans laquelle l'élevage de rennes est extrêmement important. En Suède, par exemple, l'élevage de rennes est un élément déterminant de l'identité Sami. Donc ne pas pouvoir faire paître les rennes n'était pas seulement un problème économique, mais aussi un problème culturel. Malheureusement, le renne est un animal plus touché que la plupart par les retombées nucléaires. Une source de nourriture essentielle pour l'animal est le lichen, un organisme étrange qui existe sous forme de colonies d'algues ou de cyanobactéries et de champignons. Il pousse souvent sur les arbres, mais ce n'est pas une plante. Il n'a pas de racines traditionnelles. Il absorbe les nutriments de l'air. Il a également absorbé les retombées radioactives. Le lichen met aussi des décennies à pousser. Théoriquement, l'herbe contaminée par le caséum pourrait être enlevée, et si on déposait de la terre non contaminée, il ne faudrait qu'un court laps de temps avant que de l'herbe non contaminée ne pousse. Ce n'est pas possible avec le lichen. Étant donné l'importance du renne pour le peuple sami, les gouvernements centraux de la Suède et de la Norvège ont offert une compensation pour la viande de renne qui ne pouvait pas être consommée. On encourageait les gens à continuer d'élever les animaux, même s'il serait impossible de consommer leur viande. La viande était juste enterrée ou donnée aux renards et visons dans les élevages de fourrure. Certains ont adapté leur technique d'élevage. Des aliments venus d'ailleurs ont été apportés pour limiter la consommation de lichen. L'abattage se faisait à certaines périodes de l'année quand la radioactivité était minimale, mais il y avait alors moins de viande. Même avec ces méthodes, il y a eu un impact énorme sur la vie des Samis du Sud. Les parents envoyaient bien souvent de la viande à leurs enfants partis étudier ailleurs pour qu'ils gardent un lien avec leur foyer. Ces liens n'étaient pas considérés comme les mêmes si la viande ne provenait pas des troupeaux de leur famille. Il y avait aussi le fait que le renne n'était pas seulement utilisé pour la viande. Tout, des bois jusqu'aux sabots, était utilisé pour quelque chose, que ce soit comme base pour les ragoûts ou comme fil pour les vêtements. Les parents ne pouvaient pas transmettre les pratiques traditionnelles à leurs enfants et devaient dépendre de sources extérieures pour ce que fournissait habituellement le renne. Le peuple sami du Sud s'est largement adapté aux conséquences de Tchernobyl. Les rennes sont encore élevées et, dans de nombreux endroits, la viande peut désormais être consommée. Les conséquences de la catastrophe dureront sûrement plusieurs générations. Au fil des années qui se sont écoulées depuis l'évacuation de Pripyat et des zones environnantes, quelques âmes courageuses continuent de s'aventurer dans la zone d'exclusion autour de la centrale de Tchernobyl, malgré les avertissements selon lesquels la région est toujours fortement contaminée par la radioactivité. Certaines personnes ont été surnommées « stalkers ». Ce sont des individus qui s'introduisent dans la zone d'exclusion sans autorisation afin d'explorer les environs de la centrale. Et ils le font entièrement à leur risque et péril. D'autres sont des touristes autorisés à entrer dans la zone d'exclusion, à condition d'être accompagnés d'un guide expérimenté connaissant bien la zone et capable d'éloigner les groupes des zones irradiées dangereuses identifiées. Ces zones dangereuses sont clairement indiquées sur les cartes, et toute personne qui, par erreur ou volontairement, se retrouve dans l'un de ces endroits risque de recevoir de fortes doses de radiation qui pourraient potentiellement nuire gravement à sa santé.
Même certains employés du gouvernement travaillant sur le site évitent ces zones sans les vêtements de protection requis. Et dans la plupart des cas, les données qui doivent être recueillies dans ces points chauds sont collectées par des drones. L'une des zones les plus dangereuses près de la centrale est la forêt rouge. Une zone de 4 miles carrés autour de la centrale qui reste encore aujourd'hui hautement radioactive. La forêt doit son nom aux pins sylvestres qui ont reçu d'énormes doses de radiation lors de la catastrophe, ce qui a fait que leurs aiguilles, ainsi que celles des jeunes pousses qui ont suivi, ont pris une étrange teinte rousse. Ceci n'est qu'un des nombreux points chauds identifiés et leur connaissance doit rassurer tous les visiteurs de la région. Mais leur soulagement pourrait être mal placé puisqu'il a été révélé que de nouveaux points chauds sont identifiés régulièrement. Cela implique que de nombreuses zones autrefois jugées sûres pourraient ne pas l'être autant qu'on le croyait. On le pensait, et de nombreux visiteurs ont sans doute reçu des doses de radiation, bien qu'on leur ait affirmé qu'ils ne traversaient que des zones sans danger. En 2019, un groupe de chercheurs de l'université de Bristol au Royaume-Uni s'est rendu dans la zone d'exclusion équipée de drones dans le but d'identifier des points chauds cachés qui n'avaient pas encore été découverts. Ils sont venus équipés de matériel de surveillance de la radioactivité, de vêtements de protection et de provisions pour assurer leur sécurité pendant qu'ils cartographiaient ces points chauds à distance. Ils ont installé leur base au centre éco de Tchernobyl, d'où la zone d'exclusion est continuellement surveillée, et ils ont reçu des dosimètres sous forme de badges film apportés en permanence pendant leur séjour dans la zone d'exclusion. Une fois qu'ils avaient effectué toutes les vérifications nécessaires avant d'entrer dans la zone, ils étaient libres de déployer leurs drones, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne découvrent un point chaud que personne n'avait identifié auparavant. Les équipements ont montré qu'une petite casse dans le village de Kopachi, situé à environ 3 km de la centrale, présentait des niveaux élevés de radiation, et un petit avion à voilure fixe a été utilisé pour cartographier la zone. Dans les jours qui ont suivi, le groupe de recherche a réussi à identifier plusieurs zones présentant des niveaux de radiation extrêmement élevés dont le gouvernement russe n'était pas au courant. On espère qu'avec des recherches supplémentaires, tous les points chauds autour de la centrale seront finalement identifiés et que les visiteurs du site pourront être protégés de les rayonnements nocifs qui y persistent encore. Malgré la catastrophe de Tchernobyl, la vie a d'abord continué, y compris un défilé du 1er mai et la course cycliste internationale pour la paix prévue pour commencer le 9 mai. Cette course, connue comme le Tour de France de l'Est et un outil de propagande majeur pendant la guerre froide, devait commencer à Kiev, après que la ville ait été choisie comme ville hôte en 1986. Bien que la nouvelle de la fusion ait atteint l'Europe de l'Ouest et certains pays du bloc de l'Est, sa gravité était souvent minimisée. Annuler les étapes de Kiev était politiquement impossible, car cela aurait admis la gravité de la catastrophe. Ainsi, alors que plusieurs concurrents d'Europe de l'Ouest se sont retirés, une décision souvent présentée comme une exagération occidentale, les cyclistes des pays communistes ont été poussés à participer pour avancer leur carrière et éviter des répercussions politiques. Un coureur tchécoslovaque, Vladimir Kozarek, qui est tombé malade, a dû subir des tests rigoureux pour prouver qu'il ne simulait pas et a ensuite été mis à l'écart, manquant ainsi des événements majeurs. Au final, 64 coureurs ont participé à la course de la paix de 1986, remportée par Joseph Réjek, qui est ensuite tombé malade, les médecins n'ayant pas pu exclure un lien avec Tchernobyl. Les tests réalisés pendant l'événement ont révélé que les niveaux de radiation à Kiev n'étaient pas plus élevés qu'en Pologne, suggérant que la course était sans doute moins risquée qu'on ne le pensait. Lors des opérations de nettoyage à Tchernobyl après la catastrophe, il a été noté qu'une zone en particulier était indiquée sur les cartes comme un camp d'été pour enfants. L'endroit aurait été bien connu des habitants de la région et des membres du personnel. Lorsque l'aide extérieure a été demandée, les gens ont commencé à s'interroger sur ce site mystérieux. On se demandait ce qu'était vraiment ce site, nommé Tchernobyl 2 sur la carte, car il était signalé comme une zone où des enfants seraient présents. Et sans surprise, les gens ont commencé à enquêter. Leurs découvertes ont révélé la vraie nature de ce camp, même si une grande partie de son existence demeure mystérieuse. Certains de ceux qui ont eu le courage de s'aventurer dans la zone d'exclusion après les opérations de nettoyage se sont rendus à cet endroit sur la carte. Et en arrivant dans la région, ils ont été surpris de découvrir une ville cachée qui avait été dissimulée au reste du monde par le gouvernement soviétique. Le véritable nom de la ville ne serait révélé que plus tard comme étant le complexe militaire d'Ouga. Mais les détails concernant sa construction restent rares et difficiles à trouver.
Il a finalement été révélé que la construction du complexe avait commencé en 1970 sur ordre du gouvernement soviétique. Situé à environ 10 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, il avait été délibérément construit dans une zone boisée pour rester caché durant la guerre froide. L'Union soviétique et les États-Unis étaient tous deux extrêmement paranoïaques, à l'idée que leur stratégie et secrets militaires soient disons divulgués à l'autre camp. Et ainsi, le secret était la règle d'or de l'époque. Afin de semer encore plus la confusion, il a été indiqué comme un camp d'été pour enfants sur les cartes, dans l'espoir que cela paraisse inintéressant aux espions qui auraient pu être présents à l'époque. Après la découverte du site et la révélation qu'il ne s'agissait certainement pas d'un camp d'été pour enfants, le gouvernement soviétique a admis qu'il servait en réalité à un tout autre objectif avant qu'il ne doive être évacué en 1986. Ils ont déclaré que le complexe servait de logement au personnel militaire et aux ingénieurs qui travaillaient sur le système radar Transhorizon Douga, un qui avait été installé sur le site. Le radar était jugé essentiel car il alertait sur toute frappe de missiles imminente près de la centrale électrique de Tchernobyl. La sécurité et le fonctionnement de cet ensemble d'antennes radar étaient considérés comme d'une importance cruciale. Et c'est pourquoi le personnel sur le site devait être mis dans les meilleures conditions possibles afin qu'il puisse accomplir ses tâches avec un haut niveau d'exigence. On ignore toujours si le radar a jamais détecté des missiles entrants, car ces dossiers auraient presque certainement été classés secrets. À la suite de la catastrophe de Tchernobyl, beaucoup de gens ont commencé à penser que le radar était une dépense inutile, qui était alors aussi utile qu'il l'est aujourd'hui dans son état d'abandon. Mais cela reste de la spéculation. Personne sans habilitation de sécurité n'a la moindre idée de qui étaient les personnes qui vivaient dans ce complexe, ou quels étaient leur rôle quotidien lorsqu'elles y étaient affectées. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique prisée pour ceux qui explorent les forêts de Tchernobyl. Début 2022, Tchernobyl a été capturé par les forces russes lors de l'invasion de l'Ukraine. Plus d'un mois durant, les troupes envahissantes ont occupé la centrale nucléaire hors service, suscitant la crainte d'une nouvelle catastrophe nucléaire. Les employés de la centrale ont continué à travailler sous contrainte pour maintenir la stabilité de l'installation. Les soldats creusaient des tranchées dans un sol contaminé, traversaient la forêt rouge et allumaient des feux sans protection, ce qui les aurait exposés au rayonnement et aurait rendu beaucoup d'entre eux malades. Bien qu'aucun combat n'ait eu lieu dans la zone d'exclusion, les soldats russes sont partis en emmenant près de 200 soldats ukrainiens capturés. Les scientifiques revenus sur place ont découvert que plus de 100 sources de rayonnement ionisant utilisées pour les tests et l'étalonnage avaient été endommagées ou volées, ainsi que du sol contaminé, des ordinateurs et des véhicules. Le pillage était massif, des roues de secours auraient été enlevées des blindés pour transporter plus de biens volés. Cette découverte a soulevé des craintes d'utilisation du matériel dans une bombe sale, mais les scientifiques l'ont jugé improbable, car il était courant et inadapté à la fabrication d'armes nucléaires. Il a été jugé plus probable que les soldats aient volé ces objets comme souvenirs ou pour les revendre. La contamination accidentelle demeure une préoccupation majeure et l'impact à long terme de l'invasion sur Tchernobyl fait toujours l'objet d'études. Lorsque la fusion du réacteur numéro 4 à Tchernobyl s'est produite, il n'était pas immédiatement évident que le cœur avait été exposé. En fait, le superviseur de service cette nuit-là a refusé de croire que c'était le cas après la découverte du cœur exposé. L'ingénieur en chef adjoint de la centrale, Anatoly Dyatlov, le directeur de la centrale, Viktor Byukhanov, et l'ingénieur en chef Nikolai Fomen ont tous été avertis que l'explosion avait entraîné l'exposition du cœur. Mais ces rapports ont été immédiatement rejetés et ils ont affirmé que l'énorme explosion avait été causée par quelque chose de bien moins grave. Cela a été fait malgré le fait que des ingénieurs ayant vu le cœur exposé aient été jugés inexpérimentés ou peu fiables. Et on leur a dit de continuer à tenter de rétablir l'alimentation. Sans surprise, aucun de ces 3 hommes ne s'est porté volontaire pour inspecter le cœur après la réception de ces rapports. Et ce n'est que plus tard que l'ingénieur en chef adjoint chargé de l'exploitation de la centrale, Anatoly Sidnikov, a tenté d'évaluer les dégâts causés. Lors de cette inspection, il a confirmé que le cœur était effectivement exposé, et au cours de cette opération, il a reçu une dose massive de radiation qui lui coûterait la vie par la suite. Cependant, avant que cela ne soit fait, d'autres mesures ont été tentées. À un moment donné, le personnel de la centrale a reçu l'ordre de descendre des caméras jusqu'au cœur afin de voir ce qui s'y passait sans risquer leur vie. Mais chaque fois que ces caméras étaient remontées, elles étaient détruites par les radiations et inutilisables.
La seule façon de voir le cœur était depuis le toit du réacteur, où les niveaux de radiation étaient inimaginablement élevés. Pour réagir à la catastrophe, le personnel devait savoir si le cœur était exposé et n'avait d'autre choix que de l'observer d'en haut, sachant que cela leur coûterait probablement la vie. Comme on peut s'y attendre, de nombreuses autres photos ont été prises pendant la catastrophe et les efforts de nettoyage qui ont suivi. Certaines ont été prises par le personnel de la centrale, d'autres par le personnel militaire, les premiers intervenants et les pilotes d'hélicoptères survolant la centrale. La toute première de ces photos a été prise depuis un hélicoptère qui tournait autour de la centrale et elle montre le réacteur dans un état de désordre total. Le trou béant dans le toit est visible, la fumée de l'incendie en dessous s'échappe par le sommet. Les débris sont éparpillés autour du réacteur et l'image montre clairement à quel point l'explosion a été puissante, laissant beaucoup de gens se demander comment les cadres supérieurs ont pu douter que le cœur avait été exposé. C'est ce type de déni inexplicable qu'on retrouve dans un mystère de Tchernobyl qui ne sera probablement jamais résolu. On dit que des centaines de photos ont été prises de la zone ce jour-là, et pourtant, on est loin de pouvoir en consulter autant. De nombreuses photos ont été prises et plusieurs bobines de films remises au gouvernement soviétique, montrant les conséquences immédiates de l'explosion seulement quelques heures après. Il sera révélé plus tard que le KGB s'était emparé de ces images et des séquences filmées, et qu'ils avaient décidé de détruire ces éléments afin de cacher au reste du monde la véritable ampleur de la catastrophe. Parsemés dans la zone d'exclusion entourant Tchernobyl se trouvent certains des endroits abandonnés les plus effrayants et les plus troublants que l'on puisse trouver sur Terre. C'est un lieu où les humains ont disparu, laissant les vestiges de vie à jamais changer. Jusqu'en 2020, l'un des endroits les plus effrayants était l'Emerald Summer Camp. L'Emerald Summer Camp était autrefois l'une des premières étapes de nombreuses visites dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Contrairement à de nombreux sites connus, il est resté méconnu du public, ce qui le rendait plus effrayant que la ville abandonnée d'Ukraine. Il était situé non loin du village de Lilev, au bout du sentier qui s'enfonce dans la forêt. Construit pour la première fois en 1970, il comptait environ 100 cabanes en 1986. Elle se trouvait près de la rivière dans le bassin de refroidissement, qui ressemblait à un lac pour les enfants du camp. Malgré la centrale nucléaire voisine, c'était le plus près de la nature que de nombreux enfants pouvaient reconnaître. Pendant plus de 10 ans, il a servi de camp d'été pour les enfants vivant à Tchernobyl 2, une ville fermée qui abritait les travailleurs des installations militaires. C'était un lieu où les enfants pouvaient s'amuser, se détendre et profiter de l'air frais. Les cabanes étaient décorées de personnages de dessins animés joyeux, dont Mickey et Minnie Mouse. On voyait aussi des illustrations d'enfants et d'animaux heureux. Outre les cabanes, le camping offrait aussi une bibliothèque, une salle de bal, un embarcadère, un cinéma et une boutique. À l'extérieur, il y avait une aire de jeu et un grand château d'eau. Comme la plupart des endroits de la zone d'exclusion, le camp d'été Emerald a été abandonné après la catastrophe, mais il a pris une nouvelle vie inquiétante. Les cabanes qui avaient autrefois accueilli des enfants enthousiastes étaient désormais utilisées par les liquidateurs. Les hommes et femmes ayant risqué leur vie pour contenir la catastrophe se reposaient dans les cabanes avant de quitter le camp, qui fut alors totalement abandonné. Pendant des années, des visiteurs venaient au camp d'été photographier les peintures étranges et les structures de jeu abandonnées. Du matériel laissé par les liquidateurs pouvait également être trouvé à l'intérieur des cabanes, offrant un contraste étrange entre l'avant et l'après-catastrophe. Le camp est devenu populaire auprès des photographes qui voulaient capturer des images de ce à quoi le monde pourrait ressembler si les humains disparaissaient soudainement. Malheureusement, cela a pris fin en 2023. Les feux de forêt dans la zone d'exclusion n'étaient pas inédits. L'entretien humain est limité, les feuilles mortes et l'herbe sèche s'accumulent et risquent de s'enflammer facilement. En 2020, les incendies de forêt ont été particulièrement dévastateurs, menaçant même la centrale électrique. Bien que cela n'ait pas augmenté de manière significative le risque d'exposition à des matériaux radioactifs, cela a causé d'importants dégâts à de nombreux sites touristiques populaires, y compris Emerald Summer Camp. Aujourd'hui, il ne reste presque rien du camp, mais il a été préservé numériquement grâce à d'innombrables photos, vidéos et même des modèles 3D camp. Au cours de l'histoire, des personnes ont rapporté avoir vu d'étranges créatures non identifiées sur les lieux de grandes catastrophes, comme l'explosion qui s'est produite à Tchernobyl. L'une de ces créatures est le cryptide nommé Mossman, originaire de Point Pleasant en Virginie occidentale.
C'est là que le Mothman a été vu pour la première fois lors de l'effondrement du pont Silver qui fit 46 victimes. Les témoins ont décrit une grande silhouette humanoïde dotée de grandes ailes de chauve-souris. Ils ont ajouté qu'il avait de grands yeux rouges brillants et qu'il a survolé le pont avant et pendant la catastrophe. Depuis lors, il a été aperçu dans le comté de Kane, dans l'Illinois, en Pennsylvanie et au Nouveau-Mexique. Le Mothman est considéré comme un présage de catastrophe, tout comme une autre créature mystérieuse observée lors de la catastrophe de Tchernobyl. Cette créature particulière a été surnommée l'oiseau noir de Tchernobyl en raison de son apparence très étrange, mais certains cryptozoologues préfèrent l'appeler le Mothman de Tchernobyl. Dans les jours précédant la fusion, tout se déroulait comme prévu au réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, et personne n'aurait pu prévoir la catastrophe qui allait se produire. Du moins, c'est ce que l'on pourrait penser. Beaucoup pensent que les travailleurs du réacteur ont été avertis de la catastrophe, mais ils ne savaient sans doute pas quoi en penser à l'époque. Quelques jours avant l'explosion, alors qu'ils étaient en service, ils ont vu quelque chose de très troublant. Certains des travailleurs ont signalé avoir vu une grande créature noire voler au-dessus du réacteur quelques jours avant la catastrophe. Et d'autres se sont manifestés pour rapporter la même apparition seulement quelques heures avant l'explosion. Bien que certains experts en paranormal ne soient pas d'accord, il a été suggéré que ce qu'ils ont vu pendant ces jours-là était en réalité l'homme phalène et qu'il s'était rendu à la centrale soit pour être témoin de la catastrophe, soit pour avertir les travailleurs des dangers à venir. Tous ceux qui ont vu la créature n'ont pas signalé leur observation, car ils craignaient d'être ridiculisés ou même de perdre leur emploi. Mais ils ont ensuite confirmé qu'eux aussi, comme d'autres qui l'avaient vu avant la catastrophe, avaient commencé à faire d'horribles cauchemars après l'avoir aperçu. Certains ont dit que leur téléphone sonnait, mais en répondant, ils n'entendaient que le silence. Certains ont dit avoir été accueillis par une voix étrange proférant des menaces contre leur vie, tandis que d'autres ont vécu non seulement ces incidents, mais aussi une série d'autres événements inexplicables, les laissant perplexes. Mais même après que ces apparitions aient été signalées, rien ne pouvait être fait concernant l'oiseau noir, puisque personne ne savait ce que c'était, ni même s'il existait réellement. Selon la version officielle des événements, la catastrophe de Tchernobyl a commencé par 2 explosions rapprochées, survenues vers 1h24 du matin. La cause exacte de ces explosions reste débattue, mais l'explication la plus répandue évoque une éruption de vapeur et peut-être d'hydrogène sous pression. Mais selon certaines données, il y aurait eu une 3e explosion plusieurs minutes après les 2 premières, qui reste inexpliquée à ce jour. Une théorie discréditée affirme qu'un séisme aurait causé la catastrophe de Tchernobyl. Une station sismique non loin de la centrale a enregistré 2 événements sismiques distincts. La théorie avance que le premier événement serait un tremblement de terre qui a provoqué la fusion du réacteur, laquelle a entraîné le second événement. Bien que la plupart des scientifiques considèrent cette analyse comme fausse, le fait qu'il y ait eu 2 événements sismiques est incontesté. Le premier correspond à l'explosion de 1h24 du matin communément admise que tout le monde connaît. Le second, en revanche, est beaucoup plus mystérieux. La station sismique n'est cependant pas le seul lieu d'enregistrement. Les opérateurs dans la centrale nucléaire en ont eux-mêmes pris note. À 1h39 du matin, les opérateurs ont noté la mention « explosion du réacteur ». C'était plus de 15 minutes après l'explosion initiale. On pourrait penser qu'ils ont juste pris du retard ou noté la mauvaise heure, mais ce n'est pas le cas. L'événement précédent avait déjà été décrit. La 2e explosion était clairement distincte de la première. Peu d'informations sur cette explosion, à part l'heure, ont été enregistrées. À ce stade, une grande partie des équipements qui auraient enregistré automatiquement ces événements avaient été détruits et les efforts se concentraient sur le réacteur détruit. La seconde explosion était bien plus faible que la première et déterminer sa cause n'était pas une priorité à ce moment-là. Malheureusement, cela signifie que des preuves précieuses pouvant aider à résoudre le mystère ont été perdues. Cependant, il existe certaines preuves qui pourraient apporter une réponse. Les relevés d'autres parties de l'unité ont montré une hausse suivie d'une chute soudaine de la pression dans les compartiments étanches et les zones du séparateur de vapeur. La chute de pression pourrait provenir de l'explosion. Si l'explosion a endommagé les conteneurs étanches, le gaz qui s'était accumulé à l'intérieur serait soudainement libéré. Il est aussi possible que l'augmentation de pression ait directement causé l'explosion. On pense que la catastrophe initiale a provoqué une augmentation de la quantité d'hydrogène qui aurait été envoyée dans ces conteneurs étanches.
Cela aurait normalement été repompé hors de ces conteneurs, mais ces pompes étaient en panne lors de la catastrophe. Si l'accumulation de cet hydrogène n'avait nulle part où aller, la seule option pour le relâcher aurait été de faire éclater le conteneur, ce qui aurait potentiellement provoqué l'explosion. Mais ce n'est qu'une théorie. Certains pensent qu'une explosion d'hydrogène a en fait été responsable du deuxième événement qui s'est produit cette nuit-là, ce qui rend moins probable que ce soit aussi la cause du troisième. Les explorateurs qui se sont aventurés dans l'unité 4 ont signalé des dégâts dans les zones concernées, mais il est impossible d'affirmer avec certitude que cela n'a pas été causé par l'explosion initiale ou à la suite des opérations de nettoyage. Parmi certains des héros méconnus de la catastrophe de Tchernobyl figurent les premiers intervenants et les pompiers qui se sont précipités sur les lieux dès qu'ils ont appris qu'une explosion avait eu lieu, sans la moindre hésitation. Ils savaient qu'un accident majeur à la centrale serait probablement mortel en raison des niveaux de rayonnement extrêmement élevés qui s'échappaient. Pourtant, ils se sont précipités dans la zone d'exclusion actuelle et jusqu'au réacteur numéro 4 pour tenter de maîtriser l'incendie. Certains noms de pompiers et leur implication dans le nettoyage ont été rendus publics. Par exemple, Mikhail Golovnenko, du service d'incendie de la ville de Tchernobyl, est arrivé sur les lieux vers 1h50 du matin et a combattu l'incendie depuis le nord du réacteur. Il y resterait plus de 5 heures et plus tard, on estimera qu'il a reçu une dose d'environ 140 rem de radiation. Il finirait par souffrir des effets à long terme de l'empoisonnement par les radiations. Et en conséquence, il est décédé en 2005. Vassili Ignatenko est intervenu du service d'incendie de Pripyat et est arrivé environ 10 minutes avant Golovnenko. Lui et son équipe sont salués comme de véritables héros, car ils ont été envoyés sur le toit du réacteur où les niveaux de rayonnement étaient astronomiquement élevés. Cet ordre a été donné après qu'il a été déterminé que l'incendie risquait probablement de se propager à d'autres zones et que les 3 autres réacteurs étaient en danger d'être affectés. De plus, de gros morceaux de graphite radioactif ont été repérés sur le toit du réacteur voisin et il fallait les enlever le plus rapidement possible. C'était l'une des tâches les plus dangereuses lors de la gestion de la catastrophe, mais Ignatenko et ses collègues pompiers n'ont jamais hésité. En luttant contre l'incendie au cœur du réacteur, il a ressenti les effets de la radiation et s'est affaibli. Mais quand il a vu que 2 membres de son équipe avaient perdu connaissance sur le toit à cause des radiations, il les a portés en lieu sûr alors qu'il était presque inconscient lui-même. Au cours de l'opération, il a reçu une dose massive de 1440 rm de radiation, ce qui a entraîné son hospitalisation. Il a été transporté à l'hôpital numéro 6 de Moscou, où il a reçu des soins, mais il est décédé seulement 17 jours plus tard. Golovnenko et Ignatenko ne sont que 2 des quelques 600 intervenants d'urgence présents lors de la fusion du réacteur, dont 31 ont perdu la vie. 28 de ces personnes étaient des pompiers et des employés de la centrale qui ont reçu des doses de radiation inimaginables, et on estime que beaucoup d'autres ont perdu la vie dans les mois et les années qui ont suivi. Quand on pense aux liquidateurs qui ont risqué leur vie pour nettoyer après la catastrophe, la plupart des gens pensent aux pompiers qui ont été envoyés sur le toit du réacteur détruit. Mais d'autres liquidateurs ont été envoyés dans la partie opposée du site, empêchant ce qu'ils pensaient être une catastrophe encore plus grande que la catastrophe initiale. Des tonnes de matériaux ont été largués sur le réacteur pour étouffer les incendies de graphite. Le matériau a rempli sa fonction, bien que la plupart aient en fait raté la cible. Malheureusement, cela a également créé une coque autour du combustible usé, une fois durci, ce qui semblait chauffer le matériau radioactif à l'intérieur. Il était presque impossible de savoir ce qui se passait dans cette coque, et les scientifiques surveillant le site craignaient le pire. S'il devenait trop chaud, il pourrait faire fondre la base du bâtiment. Selon la profondeur atteinte, le matériau pourrait potentiellement atteindre la nappe phréatique sous le réacteur, contaminant l'eau et provoquant une explosion de vapeur qui causerait encore plus de dégâts. Il y avait peu de choses à faire pour changer la situation depuis la surface. Cela nécessiterait de percer la coque, ce qui serait extrêmement dangereux pour la santé des ouvriers et pourrait faire plus de mal que de bien. On a décidé de refroidir le cœur par en dessous. Des experts ont été amenés de Kiev Metrobud, l'entreprise responsable de la construction du métro de Kiev. Le métro était alors le plus profond du monde et reste aujourd'hui parmi les plus profonds. Les ingénieurs, parmi les plus compétents, allaient quand même affronter de grands défis pour faire avancer le projet.
Le plan initial était de créer un tunnel horizontal entre la fondation du bâtiment du réacteur et la nappe phréatique. Celui-ci serait très étroit, juste assez épais pour permettre aux foreuses de creuser. De l'azote liquide serait ensuite pompé dans l'espace, sous le réacteur 4, refroidissant le cœur par en dessous. Les ingénieurs de la société ont travaillé sur ce plan jusqu'au 16 mai, mais ensuite les plans ont changé. Les scientifiques ont révisé leurs estimations et un nouveau système de refroidissement est maintenant requis. Cela nécessitait la construction d'un tunnel plus large pour accueillir les personnes et l'excavation d'une chambre sous l'unité 4. Dans cette chambre, des échangeurs de chaleur seraient installés pour refroidir le réacteur plus efficacement. Les mineurs ont pris la place des ingénieurs du métro. Ces mineurs travaillaient dans une chaleur étouffante, rendant le port de masque impossible. Le tunnel était étroit, rendu encore plus exigu par l'équipement nécessaire pour enlever la terre, et les hommes couraient en permanence un risque lié à l'exposition aux radiations. Soudain, un craquement retentit au-dessus d'eux, laissant craindre l'effondrement du plafond du tunnel. Heureusement, cela ne s'est pas produit et le creusement s'est poursuivi. En moins d'un mois après la catastrophe, le tunnel était terminé et le système de refroidissement était déjà installé. Des dizaines d'hommes avaient risqué leur vie pour éviter une catastrophe et beaucoup ont gardé des problèmes de santé invalidants pour le reste de leur vie. Plus tard, il s'est avéré que cet effort héroïque n'était peut-être pas nécessaire. Le cœur s'était refroidi et il n'y avait en réalité aucun risque qu'il fasse fondre le plancher du réacteur. Au fil des décennies, des gens ont signalé avoir vu des objets étranges dans le ciel chaque fois qu'une grande catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, se produit. Mais ces observations ne sont pas réservées uniquement aux catastrophes naturelles. Après que la catastrophe de Tchernobyl ait été en partie maîtrisée, plusieurs personnes se sont manifestées pour rapporter qu'elles avaient fait d'étranges rencontres, soit juste avant l'explosion, soit pendant que les pompiers et le personnel de la centrale faisaient de leur mieux pour contenir l'incendie qui s'était déclaré. Certaines observations sont troublantes et restent inexpliquées. Plusieurs témoins ont déclaré qu'au moment où l'incendie était à son paroxysme, ils ont levé les yeux vers le ciel et ont vu un engin planer au-dessus du bâtiment, ce qui aurait dû être impossible. Le rayonnement qui s'échappait du réacteur rendait impossible le survol de la zone par tout engin fabriqué par l'homme, car elle aurait perturbé l'électronique de bord et provoqué la chute de l'appareil. Étrangement, tous les témoins ont rapporté que l'engin est resté suspendu dans les airs pendant presque 3 minutes avant de quitter brusquement la zone. Cela peut sembler fantaisiste, mais certaines données de cette nuit confirment qu'il s'est passé quelque chose d'étrange et d'inexplicable. Pendant le temps où l'engin a été aperçu, les niveaux de radiation autour du réacteur numéro 4 ont soudainement chuté, et les techniciens n'ont pas pu expliquer comment cela était possible, puisque les niveaux auraient dû continuer à augmenter, étant donné que le cœur du réacteur était exposé aux éléments. Quelques instants plus tôt, les niveaux de radiation avaient été mesurés à environ 3000 milliroentgen. Mais lorsque l'engin mystérieux est arrivé, ils sont tombés à environ 800 milliroentgen en quelques secondes à peine, ce qui n'aurait pas dû être possible. L'incident a suscité plusieurs théories qui peuvent sembler ridicules pour la plupart, mais certains conspirationnistes pensent qu'elles offrent la seule explication possible à la baisse de ces relevés. Ils ont suggéré que des extraterrestres avaient visité la centrale et, en se rendant compte que d'énormes quantités de radiation s'échappaient dans l'atmosphère, ils auraient d'une manière ou d'une autre diminué les niveaux pour sauver autant de vies que possible. Depuis, des engins volants inexpliqués ont aussi été observés dans d'autres centrales nucléaires à travers le monde. Parfois, certains pensant que cet engin en particulier aspirait la radiation, peut-être comme carburant, et qu'en faisant cela, il a sauvé de très nombreuses vies. L'incident a depuis été documenté dans un documentaire intitulé « Les Rencontres », et cela a laissé les spectateurs perplexes. Le bouton AZ5, l'équipement le plus tristement célèbre de la centrale nucléaire de Tchernobyl, a déclenché la catastrophe le 26 avril 1986. Elle devait insérer les barres de contrôle dans le réacteur 4 pour stopper la réaction. Habituellement automatique, AZ5 a été déclenchée manuellement pendant un test de coupure de courant, alors que les sécurités étaient désactivées. À 1h23, on a appuyé sur le bouton. Les barres de contrôle sont descendues sur environ un tiers de leur course. Un défaut de conception faisait que les pointes en graphite des barres de contrôle atteignaient d'abord le cœur, déplaçant l'eau et augmentant la réaction avant que le bord absorbant les neutrons ne puisse entrer complètement. La chaleur produite a endommagé les canaux, arrêtant la descente des barres et menant à la fusion du cœur. Une théorie avance que le bouton a été pressé 2 fois.
Le téléscripteur a enregistré la protection d'urgence 5 à 1h23 du matin, suivi 2 secondes plus tard par un deuxième signal de protection d'urgence incomplet. Tandis que certains évoquent l'AZ1, la déconnexion de la pompe à eau ou un dysfonctionnement, d'autres experts pensent qu'il s'agissait d'un second signal AZ5. La théorie suggère que l'opérateur a momentanément relâché le bouton, accidentellement ou pour limiter la réaction, avant de le réappuyer. Relâcher le bouton aurait empêché la descente complète des barres, ce qui aurait aggravé la catastrophe et pourrait expliquer le témoignage d'une explosion entendue avant l'heure officielle. La théorie fait porter la responsabilité non plus sur le défaut de conception du réacteur, mais sur une erreur humaine. Le rapport officiel note que les barres ont bougé 8 secondes, descendant d'un tiers de leur course. Si le bouton avait été relâché 2 secondes, les barres n'auraient débougé que 6 secondes et descendu d'un quart, suggérant l'absence de pause. L'ambiguïté de ce deuxième signal, le dysfonctionnement ou la déconnexion de la pompe à eau, signifie que la vérité reste probablement inconnue. Les événements de Tchernobyl impliquent de nombreuses personnalités présentes lors de l'explosion ou ayant participé aux opérations de nettoyage qui ont coûté la vie à bien d'autres personnes. Beaucoup ont été considérés comme des héros ou responsables de la catastrophe et la plupart de leurs noms sont bien connus. Mais il y a une personne qui reste non identifiée et son histoire n'est connue que grâce à une publication sur Reddit qui a été créée il y a plus de 10 ans. Dans la publication, l'homme se présente comme Yuri, un musicien qui parcourt l'Europe en jouant du piano dans les tavernes qu'il y trouve. Il a dit qu'au moment de la catastrophe de Tchernobyl, il faisait partie d'une troupe de danse et musique soutenue par l'État qui se produisait souvent dans la région. La nuit de la catastrophe, lui et ses collègues artistes ont tous été contactés par le gouvernement soviétique, ce qui les a beaucoup surpris. On leur a demandé de jouer et danser dans la ville voisine de Pripyat, construite pour loger les travailleurs de la centrale et leurs familles. On leur a demandé de danser et jouer de la musique pour calmer les habitants après l'annonce de l'explosion, même si la musique et la danse étaient sans doute la dernière chose à laquelle les habitants pensaient à ce moment-là. La troupe est arrivée dans l'actuelle zone d'exclusion d'environ 16 km de rayon autour de la centrale. Quelques heures après la catastrophe, ils sont entrés dans la zone. Yuri déclare qu'à peine avaient-ils commencé à décharger leur équipement qu'il a pris conscience des effets que les radiations qui s'échappaient avaient sur les personnes à l'intérieur de la zone d'exclusion. Certains souffraient clairement d'une irradiation et n'avaient plus longtemps à vivre, tandis que d'autres tentèrent de fuir vers un endroit sûr, mais en étaient empêchés à cause d'une quarantaine mise en place. Il convient de noter que la troupe n'avait pas été informée de la fusion du réacteur à la centrale, et par conséquent, les scènes auxquelles ils ont été confrontés les ont laissés perplexes et horrifiés. Ce n'est que plus tard que Yuri apprit la vérité, et il comprit alors pleinement les événements de ce jour-là. Les danseurs et les musiciens avaient reçu des instructions strictes de ne pas parler aux habitants de Pripyat et des villages voisins, et ils ignoraient donc que leur propre vie était en danger puisqu'ils venaient d'entrer dans une zone hautement radioactive sans aucune protection. Yuri remarqua que les soldats présents dans la zone portaient des masques à gaz et des vêtements de protection, mais ils semblaient tout aussi effrayés que tout le monde, ce qui l'inquiéta encore davantage. Mais la troupe a tout de même poursuivi et a simplement joué sa représentation comme demandé. Lui et ses collègues musiciens commencèrent à jouer des morceaux pour tenter d'apaiser l'atmosphère, et une ballerine les accompagna avec des danses gracieuses. Mais ensuite, la réalité de la situation est devenue trop évidente lorsque Yuri a été témoin de quelque chose qu'il n'oubliera jamais. À un moment, la ballerine a détaché ses cheveux qui semblaient flotter dans l'air pour Yuri, comme lors d'une de ses danses. Et c'est alors qu'il s'est rendu compte qu'elle n'avait en fait pas détaché ses cheveux. Ses cheveux tombèrent de sa tête à cause des radiations dans l'atmosphère. Elle est décédée peu de temps après, et plus tard dans la nuit, Yuri a réussi d'une manière ou d'une autre à s'échapper de la zone d'exclusion, après quoi il a voyagé en Europe, et il joue encore du piano à ce jour. Depuis 40 ans, la zone autour de la centrale nucléaire abandonnée de Tchernobyl est devenue une sorte de grande réserve naturelle involontaire. La réduction de l'activité humaine a permis aux plantes et animaux de reconquérir les zones d'exclusion. Des espèces autrefois considérées comme menacées ont commencé à prospérer dans la région, et chaque manifestation de vie observée près de Tchernobyl suscite la fascination du monde extérieur. De nombreux animaux qui se sont installés ici se sont adaptés à leur nouvel environnement d'une manière ou d'une autre. Cela peut entraîner des changements physiques, comme une peau plus foncée chez les grenouilles, ou des modifications invisibles.
Il y a une espèce qui a attiré l'attention du public plus que toute autre, et un changement visible apparent, qui est apparu en octobre 2025, a fait la une des journaux dans le monde entier. Les chiens de Tchernobyl sont populaires aussi bien auprès des touristes que des scientifiques. Lors de l'évacuation de villes comme Pripyat, la plupart pensaient à partir pour quelques jours et ont laissé leurs animaux, notamment les chiens, sur place. On pensait qu'ils ne survivraient pas dans la zone radioactive, mais les chiens ont survécu. Aujourd'hui, il y a environ 700 chiens dans la zone d'exclusion. Beaucoup sont amicaux, habitués à attendre de la nourriture des touristes, mais d'autres restent plus méfiants envers l'homme. Des organisations comme le groupe Les Chiens de Tchernobyl s'occupent de ces chiens. Il s'agit surtout d'attraper les chiens pour les vacciner, leur donner des soins et éviter leur reproduction. Les scientifiques collaborent aussi avec ces organisations pour étudier l'impact environnemental sur la santé animale et d'éventuels changements génétiques au fil des générations. Les scientifiques ont identifié des marqueurs génétiques propres aux chiens de Tchernobyl, absents chez ceux hors de la zone d'exclusion. On ne sait toujours pas si cela est dû à la proximité de la radioactivité ou simplement à leur isolement. En octobre 2025, l'organisation Les Chiens de Tchernobyl a publié une photo sur les réseaux sociaux qui semblait montrer un changement plus évident. La photo montrait un chien à la fourrure bleue. L'authenticité de l'image a été contestée, mais l'organisation a maintenu qu'elle était réelle. La couleur inhabituelle de la fourrure était probablement sans lien avec la radioactivité. Ils ont noté que ceux ayant vu les chiens quelques jours plus tôt n'avaient rien trouvé d'anormal à leur pelage. Après avoir analysé le lieu des photos, l'organisation pensait avoir identifié la cause de cette étrange fourrure. Non loin se trouvait une vieille cabine de toilette portative. Personne ne l'ayant vue, il était très probable que l'explication soit plus banale qu'elle ne le semblait. Le système chimique à l'intérieur des toilettes fuyait un liquide bleu utilisé pour traiter les eaux usées. Le chien s'était simplement roulé dans le produit chimique, ce qui avait teint son pelage de cette couleur étrange. L'organisation a précisé que cela ne causerait pas de dommages majeurs aux animaux, sauf s'ils lèchent complètement leur pelage pour le nettoyer. En quelques jours, la fourrure bleue s'estompait et le problème semblait se résoudre seul. Il est largement admis que la catastrophe de Tchernobyl était un incident malheureux, mais entièrement évitable, qui n'a eu lieu qu'en raison d'un manque d'expérience et de l'utilisation d'équipements obsolètes. Mais comme c'est si souvent le cas, des théories du complot ont depuis émergé, suggérant que quelque chose de plus sinistre se cachait derrière la fusion du réacteur numéro 4, et que la vérité nous a été cachée pendant toutes ces années. Certaines théories prétendent que des extraterrestres auraient été impliqués dans la catastrophe, que le gouvernement soviétique savait qu'une catastrophe était imminente et que l'ampleur réelle du drame reste cachée au public. Aucune de ces théories n'a jamais été prouvée. Cependant, une théorie s'est imposée récemment, car des complotistes ont trouvé des informations semblant appuyer leurs propos, aussi invraisemblables qu'elles paraissent au reste d'entre nous. On sait maintenant que quelques secondes avant que l'explosion massive ne déchire le réacteur, un petit tremblement de terre, souvent décrit par les sources comme une légère vibration sismique, a été détecté par les équipements de surveillance de l'activité sismique dans la région. Cela n'a sans doute pas été signalé à cause de la faible magnitude de la vibration qui a été éclipsée par les événements horribles de cette nuit-là. Mais les complotistes pensent que ce tremblement de terre cache autre chose. Ils estiment que ce n'est pas une coïncidence si le tremblement de terre s'est produit quelques instants seulement avant l'une des plus grandes catastrophes causées par l'homme de toute l'histoire. Et la vérité derrière cette secousse a été gardée secrète pour une bonne raison: dissimuler ce qui s'est réellement passé à Tchernobyl ce jour-là. Certains ont suggéré que le séisme avait été déclenché à distance, intentionnellement, pour provoquer la fusion du réacteur. Mais cela soulève la question: qui ferait une telle chose et dans quel but ? Les théoriciens pensent avoir la réponse. Ils suggèrent que soit le gouvernement américain, soit un groupe ayant quelque chose à gagner de la catastrophe, a décidé de déclencher le séisme au moment opportun. Cela a permis de faire porter toute la responsabilité sur les techniciens et les superviseurs de service cette nuit-là, alors que le test de sécurité ayant provoqué l'explosion était en cours. Certains estiment que le séisme n'était qu'une coïncidence, mais qu'il a eu un impact plus important sur les événements de cette nuit qu'on ne le pensait. Il a été suggéré que cela a accru l'instabilité du réacteur durant le test et pourrait avoir fortement influencé les événements ultérieurs.
En pensant à la contamination qui se propage depuis la centrale nucléaire de Tchernobyl, la plupart imaginent des polluants transportés dans l'air à travers l'Europe par les nuages. La contamination peut aussi se propager de façon presque invisible. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, les ingénieurs se sont retrouvés dans une course contre la montre pour protéger les sources d'eau importantes près de Tchernobyl contre la contamination des eaux souterraines. Tchernobyl est situé près de la rivière Pripyat, choix fait par les concepteurs car l'eau était essentielle au fonctionnement de la centrale. Mais la Pripyat n'était pas une rivière ordinaire. C'était un affluent, une rivière incroyablement importante en Ukraine et en Biélorussie. Elle est importante pour la navigation et fournit une source essentielle d'eau potable et d'irrigation. Comme beaucoup de rivières, la Pripyat n'est pas seulement alimentée par les eaux de surface. Les eaux souterraines enfouies sous terre rejoignent lentement la rivière par des ruisseaux invisibles. Cette eau emporte avec elle des nutriments qui ont traversé le sol, ainsi que tous les produits chimiques qui ont pu être pulvérisés à la surface. Après Tchernobyl, on craignait aussi qu'elle disperse des matières radioactives. Si la rivière Pripyat était fortement contaminée, cela pourrait signifier encore plus de dévastation sur une zone encore plus vaste. Pour tenter d'empêcher cela, des ingénieurs ont été appelés pour construire un immense mur autour de la centrale nucléaire. Ce mur faisait un peu plus de 3 km de long et atteignait presque 100 mètres de haut depuis sa base. Il était entièrement souterrain et ne peut pas être vu à la surface aujourd'hui. La paroi souterraine d'étanchéité était un exploit d'ingénierie colossal. Même dans des circonstances normales, comme la construction de murs pour les systèmes de métro, construire quelque chose comme cela serait difficile. Mais la pression et le danger auxquels les ouvriers étaient confrontés en 1986 rendirent les choses encore plus difficiles. Même la planification de la construction était difficile. De nombreux schémas des tuyaux et câbles électriques souterrains de la zone avaient été détruits. Les ingénieurs devaient composer avec les obstacles connus et espérer qu'aucun autre obstacle ne se trouvait dans la zone prévue. Les travaux physiques ont commencé par le creusement à travers plusieurs couches de sol, de sable et d'eau souterraine avant d'atteindre une couche d'argile qui ne laisse pas passer l'eau aussi facilement que les sols sableux. Ce canal étroit était ensuite rempli d'un mélange comprimé de bentonite, d'argile et de ciment qui allait créer une barrière imperméable à l'eau. Cela demandait un équipement spécialisé. Le trou devait être parfaitement vertical et le mélange de bentonite devait être immédiatement pompé dans la couche exposée pour éviter que le trou ne s'effondre. L'équipement nécessaire ne pouvait pas être trouvé en Union soviétique et devait être acheté auprès d'une entreprise en Italie. Des ingénieurs ont été envoyés en Italie pour apprendre à utiliser les machines et les employés n'étaient pas autorisés à aller à Tchernobyl. Après des mois d'efforts, les résultats sont là. Le mur de 3 km et des puits ont été construits pour assurer la durabilité du projet. Le mur a tenu lors de sa première épreuve quand de fortes chutes de neige cet hiver-là ont mis sous pression tous les systèmes de protection de l'eau à Tchernobyl. Les scientifiques qui étudient la rivière Pripyat et l'eau autour de Tchernobyl ont découvert que l'ensemble du projet n'était peut-être même pas nécessaire. La rivière a été polluée par des contaminants, mais pas à un niveau qui rende l'eau en aval particulièrement dangereuse. De plus, la contamination des eaux souterraines ne semble pas un problème majeur. Malgré tout, la plupart s'accordaient à dire que construire le mur souterrain était sans doute la bonne décision. À une époque où personne ne pouvait vraiment savoir quels étaient les risques les plus importants, il valait mieux prévenir que guérir. À la suite de la catastrophe de Tchernobyl, de nombreuses personnes se sont manifestées pour rapporter qu'elles avaient entendu et vu des choses très étranges dans les jours précédant l'incident. Mais aussi pendant que les premiers intervenants faisaient tout leur possible pour contenir les incendies qui s'étaient déclarés à cause de l'énorme explosion cette nuit-là. Au fil des années qui ont suivi, d'autres récits d'événements étranges et inexplicables à Tchernobyl et dans ses environs ont émergé. Et même si la plupart de ces histoires doivent être prises avec des pincettes, une rencontre en particulier a glacé le sang des gens, car elle concerne un homme très rationnel qui n'aurait jamais imaginé inventer des récits fictifs et effrayants. L'homme en question est Andreï Karsikov, un scientifique nucléaire qui, en 1997, représentait l'université de Buffalo et qui s'est rendu sur le site de la catastrophe de Tchernobyl, où il prévoyait de mener des recherches sur les niveaux de radiation dans la région. Il s'intéressait particulièrement aux zones autour du réacteur 4, là où la catastrophe a eu lieu et a fait le plus de victimes. Grâce à l'énorme explosion qui s'est produite, aux incendies qui se sont déclarés et à la quantité massive de radiation qui se sont répandues dans les environs immédiats. À ce moment-là, le célèbre sarcophage en béton avait été érigé,
construit autour du réacteur nucléaire exposé, et Andrei prévoyait de faire quelques relevés autour de la structure, probablement pour vérifier si elle était vraiment aussi efficace pour contenir les radiations dangereuses qu'on l'espérait. Bien qu'aucune journée à Tchernobyl ne soit banale, il n'aurait jamais pu s'attendre à ce que ce jour-là contienne un aspect paranormal. Et à ce jour, aucune explication plausible n'a été trouvée pour les événements qu'il a vécus pendant qu'il menait ses recherches. Le matin en question, il est arrivé sur le site vers 7h30 et il s'est immédiatement mis au travail, prenant autant de relevés de radiation que possible dans la zone. Mais ensuite, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Alors qu'il s'approchait du sarcophage, il a entendu quelqu'un appeler à l'aide. Et au début, il a pensé qu'il devait imaginer des choses puisqu'il ne voyait personne dans les environs. Il s'est alors rendu compte que la voix venait de l'intérieur du bâtiment et qu'elle suppliait qu'on l'aide à éteindre un incendie. Effrayé et inquiet, il a couru vers un bâtiment voisin où travaillaient des techniciens pour leur rapporter ce qu'il avait entendu, mais a été accueilli par des regards incrédules. Ils lui ont expliqué qu'il était impossible que quelqu'un se trouve à l'intérieur du sarcophage puisqu'il avait été scellé depuis 3 ans. Et de plus, si quelqu'un avait réussi à entrer d'une manière ou d'une autre, il ne pourrait certainement pas appeler à l'aide car il perdrait très rapidement la vie à cause des quantités massives de radiation dans le bâtiment. Ils ont précisé que l'accès au bâtiment se faisait uniquement via un lecteur d'empreintes de la main réservé à certaines personnes. Aucune alarme n'ayant retenti, il était certain que le bâtiment était vide. Depuis lors, les gens ont supposé qu'André avait entendu l'esprit de quelqu'un qui avait perdu la vie dans un incendie lors de la catastrophe et qu'il avait simplement confondu un autre bruit avec des appels à l'aide. L'incident n'a jamais été expliqué et il reste l'un des mystères les plus mystérieux et non résolus de Tchernobyl. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.